Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, le premier de cette nouvelle saison, la 7e, et oui, déjà. Alors un immense merci à vous qui chaque semaine êtes au rendez-vous, nous regardez, nous likez, nous commentez et même nous soutenez. C'est grâce à vous et uniquement grâce à vous que cette émission existe. Et en cette rentrée, eh bien, je tiens particulièrement à remercier ceux parmi vous et tous les autres qui m'ont témoigné de leur soutien en ce début de semaine. Alors, tout d'abord, je tiens à vous rassurer et à vous dire, ainsi qu'à mes détracteurs, que tout va très bien. J'ai juste fait l'expérience à peine rentrée de vacances d'une audition très courtoise au passage par la police en qualité de témoin suite à plusieurs signalements qui avaient été adressés au parquet de Paris après l'émission des Incorrectibles diffusée le 23 juin dernier, juste avant l'été, avec Étienne Chouard en invité. Je m'en suis expliqué d'ailleurs rapidement sur X. C'était une première pour moi d'être convoqué par la police judiciaire suite à des propos tenus par un de mes invités. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais je redis en effet que cela risque de devenir de plus en plus difficile d'exercer son métier de journaliste quand il s'agit de faire parler sur des sujets sensibles comme notamment le conflit israélo-palestinien tout en respectant les contraintes de la loi en vigueur, ce à quoi je me suis toujours appliqué depuis que je suis journaliste. Je m'étonne aussi d'ailleurs au passage que sur une petite chaîne YouTube comme celle qui héberge cette émission, les propos de mes invités soient scrutés autant à la loupe. Je n'ai pas souvenir, par exemple, s'agissant d'un média mainstream, quand Daniel Obono a exprimé le 23 octobre dernier sur Sud Radio des propos particulièrement polémiques, que Jean-Jacques Bourdin ait été auditionné par la police, alors que pour des propos, je le dis, comparables, tenus par son invité, son interview eh bien, est toujours en ligne avec plus de 13 millions de vues à ce jour, et il s'en vante justement de cette audience. Voilà qui est dit. Alors justement, après cet épisode, bien loin d'être intimidé, comme le pensent, et je m'en excuse certains, j'ai décidé de continuer pour la première de cette nouvelle saison à inviter eh bien, des invités souvent polémiques. Et justement, notre invité aujourd'hui est un invité d'un genre un peu particulier, puisque on ne connaît pas, enfin on ne connaissait pas jusqu'à peu son identité. Il était souvent caché derrière une intelligence artificielle officiellement, un visage, on va dire, féminin. Et j'ai souhaité le recevoir d'ailleurs depuis longtemps. C'était notamment lors du dernier festival de Cannes qu'on a eu l'occasion de se parler, alors officiellement, communiquer publiquement d'ailleurs, et puis un tout petit peu en privé, mais je ne savais pas donc quelle était votre identité. Et il a accepté, on avait décidé que ce soit le premier invité de cette nouvelle saison, donc c'est un peu l'événement et je le remercie. Donc l'occasion de dévoiler officiellement, on va dire dans le cadre d'une véritable interview en tête-à-tête avec un journaliste, son identité et son visage qu'il ne souhaitait pas montrer auparavant, indiscutablement. Donc si vous êtes un adepte de X, vous le connaissez ou vous en avez entendu parler au travers de son compte et de son pseudo qui ont tant fait parler. Je suis donc ravi de l'accueillir. Bonsoir Zoé Sagan. Bonsoir, merci de me recevoir. Eh bien oui, je suis donc heureux de vous recevoir parce qu'on peut dire que c'est vraiment le compte qui a fait jaser et tant parler depuis maintenant quoi, 2 ans, 3 ans. En fait, il n'y a eu que 365 jours d'activité. En réalité, sur les 5 années, Zoé Sagan a été active 1 an sur Facebook jusqu'à l'affaire Griveaux, donc c'est-à-dire tout 2019 jusqu'à février 2020. Ensuite, vous connaissez ce que le cabinet noir de l'État a fait. Et j'ai été rebranché pour le Festival de Cannes 2023 jusqu'au 8 juillet. Donc en réalité, il y a eu 2 ans d'activité. D'accord. C'était assez court finalement sur les 5. Eh bien, c'est bien d'être précis. Alors Zoé Sagan, avant de parler de certains sujets de fond, je voudrais justement revenir sur vous. Qui est Zoé Sagan? C'est la première question à laquelle j'aimerais que vous répondiez dans cette première partie d'émission. D'abord, votre nom. Vous appelez Aurélien Poisson-Atlan, je ne me trompe pas? Absolument. Voilà, alors on a dit de vous que vous étiez publicitaire. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, vous présenter, Aurélien? Alors, ex-publicitaire, mais j'ai jamais vraiment fait de publicité à proprement parler. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour des producteurs qui faisaient de la publicité, mais j'étais plutôt le nègre des réalisateurs ou des photographes. C'est-à-dire que j'ai plutôt été scénariste que publicitaire. C'est-à-dire dans l'ombre? Toujours dans l'ombre. J'ai toujours été. C'est pour ça que pour moi, l'anonymat était absolument sacré. Et vu ce qu'ils m'ont fait, parce que moi, les convocations à la police, je les ai eues dès le premier roman, en fait. Dès Kétamine, j'en ai eu une deuxième pour braquage à cause de Gérald Darmanin qui pensait que j'avais hacké son téléphone. Donc c'est la même équipe qui s'était quand même occupée du Bataclan et de Mila, donc ils m'ont dépêché une équipe qui était solide.
Et une troisième fois pour Suspect, c'est-à-dire que vous parliez des journalistes, de la difficulté pour les journalistes de faire leur métier demain, mais aussi pour les romanciers. Et c'est ce que j'ai essayé de soulever avec la police judiciaire, en disant, ça rappelle quand même des heures de l'histoire assez sombre, parce qu'un romancier n'a pas la même déontologie qu'un journaliste. Donc normalement, je voulais moi conserver cette liberté de parole. D'ailleurs, on le voit parce que tous ces tweets sont empreints d'un vocabulaire quand même très soutenu. D'aucuns diront justement que c'est un roman, qu'il n'y a pas forcément que des choses vraies. Mais j'aimerais d'abord savoir comment vous en êtes venu à créer ce compte, Zoé Sagan. Quel était l'objectif de ce compte au départ? D'où vous est venue cette idée? Il n'y a jamais eu de stratégie ni de tactique. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il va en avoir une après le 8 juillet, mais jusqu'à présent, c'était comme en Moleskine. Vous savez que tous les écrivains ont besoin d'écrire, ont besoin d'avoir de faire nos gammes finalement. On est comme des pianistes sur clavier QWERTY. Et en fait, dès 2017-18, c'était simplement comme un cahier de notes. Parce que j'ai toujours créé, je créais beaucoup de magazines et j'avais plein de rédactions qui étaient fictives. C'est-à-dire que je créais tous les journalistes, hommes et femmes en fait. Parce que on ne pouvait pas signer 150 articles du même nom. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça, on peut le dire pour les gens qui nous regardent, c'est une pratique assez courante. C'est-à-dire qu'il y a parfois beaucoup de médias qui donnent l'impression qu'ils ont une foison de journalistes dans une rédaction. Et très souvent, c'est le même journaliste qui signe sous des pseudos différents. Et donc, c'est ce que j'ai fait des années. J'ai commencé, moi, sur le web dès début 2008. Donc, j'y suis depuis très longtemps. Et vous avez quel âge? Je vais avoir, demain, j'ai 40 ans. C'est justement Zoé Sagan. Je savais que je voulais créer une sorte de phénomène punk avant de dire adieu définitivement à ma jeunesse. Et dans 12 heures, j'ai 40 ans, donc je finis ma trentaine avec vous. Eh ben, écoutez, et c'est le pur hasard. C'est-à-dire que c'est mon premier entretien. Bon, vous me direz à la fin de l'entretien si c'était un plaisir ou pas. On va attendre. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez me dire et m'expliquer, pardon, j'insiste un petit peu, mais c'est vrai que c'est important parce que finalement, depuis donc, près de 2 ans, on ne savait pas qui était derrière ce compte Zoé Sagan. Tout a été... Et j'aurais même envie de dire, d'ailleurs, est-ce que vous avez des preuves pour justifier que c'est bien vous, Zoé Sagan? Et non, finalement, parce que finalement, voilà, vous me dites... surtout qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et dizaines de Je peux confirmer que c'est bien vous, parce que c'est vrai que, je le disais, on ne se connaît pas, on se rencontre pour la première fois lors de cet entretien, mais on a eu l'occasion de se parler un tout petit peu donc, via X, avant que vous ne soyez censuré, et donc je parlais à ce compte donc, intitulé Zoé Sagan, et c'est donc vous qui me répondiez, et donc je confirme bien jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est vrai que c'est intéressant que vous dites ça parce que tous les journalistes en réalité de toutes les rédactions communiquaient avec Zoé de la même façon qu'il y avait des infiltrés au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, etc. On avait finalement des correspondants de l'ombre absolument partout. Et les journalistes, je remarque aujourd'hui, particulièrement du mainstream, n'osent pas dire ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, ils ont très peur parce que, en gros, ils donnaient tout ce qui ne pouvait pas passer dans leur rédaction. Oui, on peut se tutoyer puisque de toute façon, c'est moi. Pareil, je confirme que c'est un défaut que j'ai. Je tutoie tout le monde. C'est le milieu de la pub, ça. Ouais, mais j'ai pas vraiment fait. Donc non, on s'est donc rencontrés là, même pas 5 minutes avant donc cet entretien. Donc oui, c'est notre première rencontre. On va se tutoyer, ça va être plus simple. Mais enfin, ça va pas m'empêcher de te poser quelques questions. Parfois, je l'espère un peu dérangeantes parce que finalement, tu as essayé de déranger pas mal de gens. Ah oui, je suis pour une liberté. Moi, je suis un absolutiste de la liberté d'expression. On est dans mais c'est pas le but non plus de cette émission, parce que si tu veux, moi, dans cette émission, j'essaye d'abord, en effet, de recevoir des gens qui sont pas invités ailleurs, parce que je considère que c'est le rôle de tout journaliste de donner la parole à tout le monde, n'en déplaise à certains. Et d'ailleurs, je me fais fi justement d'essayer de donner la parole à des gens de tous bords, de toutes opinions politiques, et ça m'est reproché souvent. Mais c'est vrai que tu représentes, malgré toi, ou en tout cas, je ne sais pas si tu en es conscient. Seulement depuis cet été, parce que j'ai fait un tour de France et j'ai rencontré des gens. C'est-à-dire, comme mon visage commençait à apparaître un peu plus, beaucoup de monde m'ont arrêté. Et c'était très impressionnant. C'est-à-dire que derrière le milliard de vues, c'était 1,2 milliard. Ah ouais. Et ouais, ce qui est en fait. T'as comptabilisé ça. Et oui, X le fait. On a des statistiques précises. Donc mais tu pour moi, c'était 1 milliard de vues depuis un peu plus, 1,2 milliard, ce qui est fou en un an. C'était un média à part entière. Et pour moi, c'était conceptuel. C'est-à-dire que c'était une suite de chiffres, mais je n'avais pas réalisé. Pas un nombre de followers dingue, enfin. Non, 220 000. Mais c'est vrai que chacune de tes publications. C'était entre 1 et 6 millions. Donc on avait par jour, c'était entre 5 et 10 millions. C'était du délire. Et la fin, le jour où ils ont coupé, c'était parce que c'était le jour des élections en plus. Donc on était sur Olivier Véran, ça canardait les 48 heures avant qu'il strike. C'était évidemment pas pour la photo qui n'a pas été vraiment montrée, parce qu'il avait une coccinelle de Bruno Jeudi qui était
une erreur de ma part. On va y venir avec toutes les affaires, t'inquiète pas, j'ai tout listé. D'accord. C'est pas il y a de quoi une audition de police, mais en tout cas, je vais te... J'ai l'habitude, j'ai l'habitude. On peut le faire comme une audition de police. Ça serait pour reprendre le truc d'Ardisson. Oui. Ouais, tu me mets la tête dans la baignoire et puis... Non, on va copier personne. Le seul truc que j'aimerais avant que tu nous dises, il y a eu beaucoup de rumeurs, moi le premier d'ailleurs, j'ai cru à un moment donné, et pourtant je le connais, et il me disait rien. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas Juan Branco, que c'était pas Juan Branco derrière Zoé Sagan. Il y a eu cette rumeur, plein de gens m'ont dit, mais c'est Juan Branco derrière Zoé Sagan. Et puis moi, je le connais, Juan Branco. C'est Ariane Chemin qui avait publié ça au début. Non, je disais à tous mes potes, c'est pas possible, je le connais, il me l'aurait dit. Absolument, et c'est que les grands reporters du monde n'ont pas aidé aussi. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait des... Donc tu confirmes que ça n'était pas... Jamais. Et que tu étais seul, il y a d'autres gens. Alors non, ça... Il y a eu des tas aussi de rumeurs, mais tu étais accompagné de, on va dire, de gens de centaines. Je suis à la fois très seul et en même temps entouré de milliers de personnes. T'as quoi? T'as des rabatteurs, t'as des informateurs dans tous les services? Dans tous les services, maintenant jusqu'aux forces spéciales. C'est-à-dire que vraiment, on a même du renseignement militaire, j'arrive à avoir un spectre assez large informationnel. Et c'est eux qui viennent spontanément à toi ou c'est toi qui as fait? J'ai jamais mis le pied dans la porte. C'est eux qui viennent spontanément à moi. Et puis, vous savez, tu connais le téléphone arabe à Paris. C'est-à-dire que ça va très vite. Ils savaient, voilà, c'était unique en son genre. Zoé Sagan, pour communiquer ou faire fuiter une information. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est finalement, moi je me suis aussi inspiré malgré moi de ce que faisait Anne Méo ou Mimi Marchand, en version punk. Parce que qu'est-ce qu'elles font? Anne Méo et Mimi Marchand, on le rappelle, sont deux communicantes très influentes, très proches du pouvoir politique. Anne Méo... Elle monnaie, c'est des dealeuses d'informations. Elle monnaie l'information. Alors il y en a une qui représente la droite forte, voilà, disons, avec Pinot, qui est la version chic, et la version Kaira, plus vendeur de shit, qui est Mimi Marchand, qui est plus le côté Zoé Sagan. D'une certaine manière, Zoé Sagan pourrait être l'extension avec 40 ans ou 50 ans de moins de Mimi Marchand. Il y a ce côté-là. Si Mimi avait la plume de Zoé, elle aurait imaginé ce que serait son compte X. Parce que les mémoires de Mimi Marchand, ça vaut son pesant d'or. Alors cher. Alors on précise bien au passage, je le dis pour un petit peu me border parce que je n'ai pas envie d'être quand même tu seras chaque semaine, que tous les propos que tu tiens dans cette émission n'engagent que toi. Absolument, et je vais éviter les 2 ou 3 sujets pour que ta chaîne disparaisse. Parce que si tu veux, j'ai 2 phrases à donner, et 2 noms, et les incorrectibles disparaissent dimanche soir. Voilà. On va essayer de ne pas faire non, parce que je t'aime beaucoup. Je te remercie. Alors d'abord, question toute simple, pourquoi est-ce que tu as choisi un nom de femme alors que tu es un homme? Alors Zoé, tu sais que jusqu'au 19e siècle, c'était un prénom qui était masculin. Qui était 100% masculin. D'accord. Qui veut dire qu'il est un homme, hein, je ne sais pas, officiellement. Et c'est ce que je répète toujours. Tous les plus grands romanciers américains, parce que j'ai été formé, moi, par un Américain qui a connu très bien William Burroughs, Hunter Thompson, et qui a connu aussi William T. Vollmann, qui est un immense romancier américain, qui est hétéro, qui est marié, qui a 2 enfants, mais qui la nuit s'habille en femme. Et il a beaucoup travaillé sur l'univers, par exemple, de la prostitution, du transsexualisme, et il est habillé en femme. Et ça n'a jamais choqué dans aucune promo en 40 ans, de la même manière qu'Elena Ferrante, en Italie, est un homme. Ça a été prouvé grâce à l'intelligence artificielle. Sauf qu'il a fait comme moi à l'époque, il passait par sa femme pour signer les contrats d'édition et s'arranger sur les droits d'auteur. Mais c'est exactement la même mécanique, on le laisse faire depuis plus de 20 ans. Alors, en France, moi je passe pour un terroriste culturel, donc il y a un problème. Dans ton ancienne description sur X, on viendra justement à la question de X, tu écrivais que tu étais, je cite, la première intelligence artificielle féminine du 21e siècle, plus qu'une personne, elle est une présence. Voilà ce que tu écrivais. Très important, parce que tout le monde a dit que je mentais ou que je me cachais. Dire ce que veut dire cette phrase un peu énigmatique? Aujourd'hui, ça le prouve. C'est-à-dire que c'était conceptuel jusqu'à ce que ça se mette en place, et c'est ce que nos ennemis, entre guillemets, viennent de comprendre en annulant le conte phare Zoé Sagan, c'est qu'ils se sont aperçus qu'elle continuait d'exister. Et ça les a... C'est-à-dire que même si demain je disparaissais, je pense que Zoé est comme un atome. Elle peut apparaître et disparaître. Ils peuvent striker son TikTok, son Snapchat, ils peuvent nettoyer Google, ils peuvent supprimer son X. Elle renaîtra constamment. C'est toute la puissance. Et surtout qu'aujourd'hui, je l'ai couplé avec le Grok 2.0, avec le nouveau ChatGPT 4. C'est-à-dire qu'on se sert des outils pour justement pratiquer une nouvelle forme de journalisme qu'on appelle le journalisme prédictif. Et là, c'est très marrant parce que j'ai fait plusieurs notes en récupérant là, un compte qu'on m'a créé à l'étranger qui s'appelle Zoé 2 Sagan. Et 2 Sagan, vous savez, tout le monde me dit c'est un hommage à Proust. Mais pas du tout. Comme j'avais le fils de Françoise Sagan qui a dit tu as volé le nom de ma mère. Je dis mais ta mère a volé elle-même Proust qui lui-même a juste pris une photographie du 19e siècle. Ah oui, il est venu. Il était venu il y a 5 ans déjà, très agressif, parce que c'est son héritage. Je pense qu'il mange sur les livres de maman.
Je lui ai dit, mais elle a pris ça à la princesse et au prince de Sagan, qui sont des personnages qui tenaient Paris, qui ont été des personnages réels. Proust ne faisait ni plus ni moins que ce que fait Zoé Sagan. Il a caricaturé ou mis en valeur ou en moquerie toute la société mondaine et politique de l'époque. Et il faut savoir que le prince et la princesse de Sagan, d'ailleurs, qui habitaient juste à côté de où tu es, ils avaient un hôtel particulier, l'hôtel de Sagan, qui était rue Saint-Dominique, juste à côté. Et il faut savoir, parce que j'ai relu tout ce qu'écrivait le Gaulois, il y a ces archives que vous pouvez trouver sur Google, et donc la princesse de Sagan était, c'est pas la mondaine, c'est-à-dire que les Windsor étaient jaloux d'elle. Ça a été pendant 25 ans à Paris. La prêtresse, si vous voulez, à côté d'Elphine Arnault, c'est une enfant de la rue. C'était vraiment la grande dame qui recevait toutes les royautés et qui faisait des fêtes, parce que j'ai lu là récemment, comme Zoé de Sagan a que 4 jours, je me suis dit, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas non plus trop donner d'infos parce que tu pourrais te mettre en danger toi-même, enfin par rapport à tes comptes et tes identités. Tu as vu tes comptes fermés et tu as été obligé de créer de nouvelles adresses IP depuis l'étranger. Moi, j'ai essayé de recréer des comptes, c'est-à-dire que moi, j'ai l'interdiction totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision de justice. Moi, j'ai eu des organisations. Finalement, à l'heure où on parle, tu n'as jamais été condamné. Alors, jamais, mais jamais. En fait, j'ai une suite de procès, j'ai des menaces, il y a une forme de judiciarisation de l'information. Et moi, dans mon cas, ce qui est très dérangeant, c'est qu'est-ce que j'ai fait 4 romans. Moi, je ne me dis pas, j'ai pas ma carte de presse, je ne me dis pas journaliste, je me dis romancier. Et quand la police judiciaire, ils m'ont fait le même coup, j'ai eu 3 fois 4 heures. Alors, ils ont été adorables et ils ont plutôt validé. J'ai rencontré la personne qui a hacké mon compte à l'époque, donc qui était un jeune gars qui a dit « c'est toi Zoé, c'est incroyable ». Tout à fait. Donc, même encore aujourd'hui, j'ai eu par exemple des douaniers. Il y a plein d'affaires, si vous voulez, que j'ai pas sorties. En fait, Zoé Sagan n'a sorti que 0,1% des dossiers qu'elle a reçus. Et quand des forces de police, par exemple, me disent qu'ils ont rencontré Macron avec Pierre Berger quand il était mineur dans un avion rempli de coke, qu'ils sont obligés d'appeler leur supérieur, ça, c'est des affaires que j'aurais dû sortir en réalité. Encore une fois, quand on avait, oui, ça n'engage que moi, mais n'engage que toi. Il n'y a aucune preuve de ça. Ah si, moi je les ai. Le problème, c'est qu'ils viennent de striker justement toutes les, à la fois les magistrats. Pas toutes ces preuves de ce que tu avances parce que je ne pouvais pas prendre les risques. Je suis père de famille, je ne pouvais pas prendre tous les risques sur moi. Je savais que ça avait des incidences politiques. Tu n'as jamais eu peur, non? Parce que si, une fois. En tout cas, quand j'avais le moyen de répondre, ça allait. On était à égalité, disons, médias contre médias. Quand ils t'enlèvent tout, parce qu'ils m'ont même hacké mes boîtes mail, le 8 juillet, je me suis retrouvé sans aucun moyen de communication. Et là, ça crée une forme de peur, surtout que j'avais 2 bandes qui sont complètement opposées, dont l'un, parce que j'ai reçu là en 2 mois, plusieurs dizaines de milliers d'insultes antisémites et de menaces de mort. Et ce qui est très dérangeant, c'est que ceux qui m'accusent, parce que ça c'est important. Tu es de confession juive. Oui, c'est ça qui est dément. Mais ceux qui m'attaquent, ce sont d'antisémitisme. Et voilà. Et en fait, au lieu de me défendre, ils ont des associations qui sont censées défendre les gens comme moi, mais comme j'ai été un peu brutaux avec eux, ils me laissent dans une mer de noir avec des fous furieux. C'est des menaces de mort. Et donc j'ai une IA, pour le coup, qui est réelle, qui m'aide énormément, qui s'appelle Laurapi, et qui a condensé tout ça, et qui n'arrive même pas à faire striker les comptes en face. Mais c'est des menaces de mort antisémites. Mais comme les associations qui sont censées me protéger de ça attaquent Zoé Sagan, veulent voir la mort de Zoé Sagan aussi. Donc en fait, j'ai 2 bandes ennemies qui sont raccords sur leur désir de disparition de Zoé. Donc bon, le 8, moi j'avais dit, écoutez, j'arrête. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un électorat énorme. C'est que tout le monde a dit, non mais les frais de justice, c'est pour nous les Français. Tu ouvres n'importe quelle cagnotte, tu nous ouvres une... Et moi j'ai eu l'idée d'ouvrir une semaine après une newsletter en fait. Et tous les Français m'ont dit, on va tous mettre $8, et tu vas voir qu'on va être nombreux, on va être des milliers, et tes frais de justice seront couverts, nous paierons Juan Branco. Si tu es condamné par David de Rothschild, nous paierons à la 17e chambre les trucs de diffam ou de cyberharcèlement ou de je ne sais quoi. Et je me suis retrouvé en fait avec quasiment un devoir moral de dire je peux pas arrêter. Tu vis comment aujourd'hui? Tu vis comment financièrement? Moi j'ai j'ai toujours travaillé à côté. En fait, Zoé Sagan, c'est pour ça qu'il y avait pas. J'aurais pu faire beaucoup d'argent avec vu l'audience folle qui a été générée l'année dernière. Mais ça n'a jamais été mon désir. Moi, j'étais scénariste. Là, j'ai écrit un film. La marque pour l'exploiter commercialement. Là, ça a été fait par d'autres, en fait, parce qu'ils ont vu que c'était. Moi, je suis un créatif, moi, avant tout. Je suis pas un gestionnaire de fonds. Je suis pas patron d'un fonds. Je suis pas là pour faire de l'argent. Je suis un créatif. Moi, je suis là pour faire naître des idées.
Et d'ailleurs, avec un certain succès, il faut quand même le reconnaître, pour faire parler, et en tout cas pour faire le buzz, comme on dit. Alors, on va revenir vraiment longuement sur X aussi, et cette situation que tu décrivais de fermeture de tes comptes. Juste avant, et sans aucune blague d'ailleurs, au passage, tu parlais de cette intelligence artificielle où tu as pris l'identité d'une jeune femme. Qu'est-ce que tu penses de cette idéologie LGBT, transgenreiste, qui se diffuse de plus en plus dans la société française? Pour moi, le wokisme est une horreur absolue, et je suis papa, donc je vois comment très progressivement, maintenant, dès l'école, ils veulent infiltrer. C'est une propagande dure qui fait énormément de mal. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres, tous les adolescents qui font ça souvent pour être en rébellion face à leurs parents regrettent après le début de leur transition. Et que je suis absolument contre qu'on mette parent 1 là ou parent 2. On a un père et une mère, enfin, jusqu'à preuve du contraire, il faut être un homme et une femme pour donner la vie. Même si aujourd'hui, voilà, je sais bien, c'est le sujet, avec la GPA, on peut louer très facilement. Moi, je serais pour la GPA le jour où les ventres de femmes riches se loueront comme les ventres de femmes pauvres, et ce n'est pas encore le cas. Ce sont les riches qui achètent le ventre des femmes pauvres. Donc pour moi, c'est une folie pure. Et dans mon cas, je trouvais très intéressant, comme je me transformais en femme, et ça c'est très intéressant comment ce monde-là réagit. C'est-à-dire que si j'étais venu chez vous en Ziggy Stardust, c'est-à-dire en David Bowie, je me serais teint en blond, j'aurais fait un peu comme une couverture. Vous savez, Harry Styles avait fait ça en couverture de Vogue, c'est-à-dire que je serais venu avec à la fois des bijoux de femme et une veste d'homme, un chemisier de femme, j'aurais mélangé un peu les gens. Comment aurait-il réagi en face ? Même avec des talons, au fond, en disant exactement la même chose avec le même discours. J'étais reçu chez Yann Barthès immédiatement, j'étais une demi-star et je vendais plus que Despentes et Annie Ernaux, quoi. Et oui. Et là, désolé, t'es reçu dans les incorrectibles. Non, mais, mais c'est très bien, et c'est mon choix. Je veux pas. Et je te remercie d'ailleurs, puisque tu m'as dit en effet que tu avais eu beaucoup de demandes et tu avais choisi, tu l'as dit dans un podcast, ça m'a beaucoup. Mais oui, parce que j'ai eu l'avantage de scanner tout. Déjà, je vous regarde, je regarde absolument tout. De toute façon, je lis tout. Moi, je suis un moine copiste. Je travaille, ça fait 20 ans que je ne fais que travailler. C'est pour ça que la manière dont on m'a portraitisé ces 2 dernières années me fait absolument halluciner. Mais ils ont fait la même chose à tellement de monde. C'est-à-dire, comme je suis passé de... Ils ont eu très peur de mon amitié il y a 4-5 ans avec Juan Branco, et ensuite ça a été avec Xavier Poussard. Ils ont le même âge, ils sont nés en 89. Alors Juan Branco qui est avocat, et Xavier Poussard qui est le rédacteur en chef, directeur de la rédaction d'une lettre d'information, on peut dire ça, qui s'appelle Faits et documents, et qui a été évidemment... Avec qui j'ai travaillé sur mise en avant. Voilà, simplement sur le dossier de Brigitte, je ne collabore pas à Faits et documents. On va en parler de l'affaire Brigitte aussi, dont tu es un des, on va dire, un artisan. Mais encore une fois, avant ça, comment t'expliques que j'aimerais un peu avoir pour mieux qu'on te connaisse, pour connaître un peu tes opinions, parce que tu es peut-être, et ce ne serait pas un crime, tu as des opinions politiques, tu es de quel bord? Bien sûr, c'est que là justement, on est même, je vais te dire, même en exclusivité, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y avait une telle communauté... Déjà, tu me dis Juan Branco, donc je devine vaguement. Oui, ça va être politique. C'est-à-dire que pour nous... En fait, définis quoi, à droite, à gauche? Ni à droite, ni à gauche, culturelle, ça va être ça. Moi, ça va être à travers la culture que nous allons faire de la politique. Et parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, et ça j'ai mis des années à le comprendre, parce que moi je suis issu des industries culturelles, et en fait, c'est le renseignement qui fait la culture depuis 1945. Les mouvements d'art compris, c'est-à-dire des galeries, en passant par le cinéma. Donc tu es un féru de culture, toi, et d'art contemporain, quoi. Absolument, j'ai été formé par un grand artiste, voilà, qui était à la frontière, qui était aussi très politisé, parce qu'il avait été le dernier élève de Joseph Beuys, qui est un grand artiste conceptuel allemand et qui a créé le mouvement des Verts. C'est-à-dire, mais qui se servait de l'art conceptuel comme une arme pour en faire de la politique. Et moi, c'est vrai que c'était comment se servir de l'art conceptuel pour en faire une arme politique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va créer un micro-parti, parce qu'on a vu qu'il y avait une nappe. Donc ça, tu nous annonces que tu absolument. Avec Et Juan sera évidemment, il va y avoir beaucoup de monde, il y aura, et des gens qui jusqu'à présent ne pouvaient pas se réunir à la même table, qui ne s'aimaient pas forcément, et je crois que c'est mon rôle aujourd'hui, ce n'est plus d'écrire. Pas du tout. Il va y avoir des gens de la droite forte comme de la gauche, et je crois que même si on l'avait fait plus tôt, et je ne voulais pas, je pensais que la politique était ce qu'il y avait de plus cruel, de plus dangereux. Alors c'est toujours le cas d'une certaine façon. Parce qu'on t'a accusé d'être d'extrême droite aussi, ça c'est vrai. Oui, mais j'étais à l'extrême gauche avant, quand j'étais avec Branco. C'est-à-dire quand ce truc de Griveaux est sorti, on m'a collé à l'extrême gauche comme un terroriste de rue. Et puis maintenant, c'est parce que
Vous savez, Candace Owens, elle est maintenant accusée d'antisémitisme parce qu'elle a fait... Candace Owens, donc? Normalement, oui. Tu vas être interviewé par Candace Owens. Because I speak English like a French guy, but I speak English. Donc ça pourrait être intéressant et qu'elle m'a beaucoup aidé. Et en fait, moi, j'ai voulu, quand j'ai pris ce dossier... Vous savez, quand on est... Excuse-moi, c'est parce que je veux juste respecter l'ordre de mon émission où d'abord on parle de toi et ensuite des affaires. Donc je parlerai de moi sans doute à travers ce micro-parti parce qu'il y a une absence totale de représentation chez les 18-35 ans. Mais c'est un parti entre nous. Un micro-parti. Voilà, un think tank, on va dire, qui aspire pas... Ah si, j'aspire pour les municipaux. On fera évidemment moins de 5%, mais notre idée aujourd'hui, c'est d'aller braquer le temps de parole. C'est-à-dire que c'est la seule manière qu'on ait une égalité, en fait. En ayant un micro-parti, on fera évidemment en dessous des 5%, mais ils auront l'obligation en 2026 et 2027 de nous donner un temps de parole égal. Et c'est ça que je veux aller chercher. Alors, on a encore quelques difficultés pour les créations de comptes en banque. Le parti existe, si vous voulez, mais les banques, pour l'instant... Parce que j'ai l'impression que les citoyens ont oublié que dans notre Constitution, tout un chacun peut créer un parti. La maîtresse de tes enfants, l'infirmière qui ira te donner... N'importe qui. Et en fait, on l'a oublié. Ta maîtresse aussi, d'ailleurs. Ma maîtresse aussi. Et on voulait... On a fait... Alors, on a déjà le programme. En fait, tout est fait, mais on va le faire vraiment pas à pas. Et aujourd'hui, je pense que Zoé Sagan va servir de trait d'union pour réunir des forces qui avaient une certaine forme d'influence, mais qui étaient tous assez isolés. Et moi, mon rôle aujourd'hui est d'unir... Et tu auras certainement... Tu feras partie des premiers à recevoir le communiqué. Mais je veux unir, pas pour gagner quoi que ce soit, simplement... pour pouvoir avoir un nouveau territoire, pour aller mettre en avant les 18-35 ans. Et qui aujourd'hui évoluer ces Zoé Sagan. Absolument, qui sera... Je vais même te dire un autre scoop, je ne devrais pas, mais on va le faire. Zoé Sagan, sur ce site de parti en 2026, sera une vraie IA qui répondra, et on l'a, là, techniquement, on l'a fait. Ce sera une IA qui répondra, j'ai besoin du programme, quand est-ce que sont les prochaines dates, comment je fais pour avoir ma carte d'électeur, qui répondra à tout un chacun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui s'appellera Zoé de Sagan. Voilà. D'accord. Ça sera ça, donc tu as l'évolution jusqu'en 2026. On va continuer de parler de ta vie, mais j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet justement. Donc on redit ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc ton compte principal X a été suspendu cet été. D'abord, comment tu as réagi à cette nouvelle? Est-ce que tu as tenté de le contester, cette décision? J'ai appris par les Américains, j'ai eu différentes sources, comme je sais toi pourquoi tu as été convoqué, c'est la DILCRA. Si tu veux, oui. Voilà. C'est comme tu sais, j'ai toujours 2-3 informations. C'est la DILCRA qui t'a signalé, je pense, en masse. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis pas à 99,9 d'ailleurs, à 100%. Voilà. Et je me suis... Enfin, le peu de fois... J'ai écrit une seule fois sur les financements CNC, DILCRA et Fonds Marianne, et on me colle 3 procès pour ça, alors que c'est pas du tout mon affaire. Je n'ai fait juste que retranscrire les informations de différents journalistes comme toi. Voilà, sauf que toi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es un des seuls qui dit, évidemment, je communiquais avec Zoé à Cannes si elle avait besoin d'une petite archive ou d'une vidéo. Oui, mais bon, Cannes, là, ça a fait un peu coup d'épée dans l'eau. Hein. On va en reparler justement. Parce que là, c'est ce qu'on me reproche, mais ça, je vais l'expliquer. En fait, je vais l'expliquer. Déjà, voilà, on peut crever l'abcès tout de suite. On crève l'abcès parce que... Moi, j'ai eu plein d'appels de potes réalisateurs et producteurs dans le ciné qui étaient tous en panique et très curieux. Et au final, tu as accouché, excuse-moi, de rien. Absolument, mais comme sur tous les dossiers, il faut savoir, l'erreur que j'ai faite en tant qu'auteur, c'est que... Un très bon pubard, un très bon communicant, mais là, Cannes, t'as fait trembler tout Cannes. Pas que Cannes, au plus haut niveau. Hein. C'est incroyable, il y avait même une agence de com qui avait été embauchée. Je sais, c'était toujours Admeo, c'est toujours Image 7. Image 7, ils m'ont envoyé... En fait, j'ai coûté beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et LVMH... Ils ont mis 2,5 millions d'euros juste pour infiltrer une fausse journaliste. C'était moi l'année dernière avec le coup du vélo de Thierry Frémaux. Tu sais qu'il y avait une petite affaire. Voilà, donc j'avais révélé ça. Et quand j'avais laissé entendre que j'allais t'interviewer, puis au dernier moment, tu m'as dit, je veux pas me dévoiler. C'était trop tôt, et j'attendais en fait d'être vraiment collé au mur. J'attendais d'être en danger d'une certaine façon pour pouvoir m'exposer, puisque l'exposition protège à ce niveau-là. Et je l'ai d'ailleurs vu cet été. Excuse-moi, pardon, mais t'as rien révélé sur Cannes. Oui, mais j'ai rien révélé et en même temps tout révélé. Vous comprenez bien que s'il y a Admeo qui déboule et qu'il y a Image 7, c'est qu'il y a une crise qui se passe. Donc, et déjà, on m'a tout remis dessus, alors que cette liste, par exemple, si on reprend l'origine de ce buzz, c'est que c'était une liste qui tournait dans toutes les boîtes de production depuis le mois de mars. D'accord ? C'était l'affaire des acteurs accusés d'agression sexuelle. Oui, alors là où j'ai fait une erreur pendant l'année, c'est que vis-à-vis des lecteurs, et je vais essayer de faire beaucoup plus attention avec Zoé de Sagan, c'est que normalement,
je parlais toujours aux 0,1%, je m'adressais à eux. Et moi, le but, c'était comme un échiquier géant. J'avançais mes pions en disant, voilà ce qu'on vient de recevoir, voilà ce qu'on a. Mais évidemment, je n'allais pas le dévoiler, c'était aussi pour créer un effet de tension face aux 7 familles. Moi, je jouais un jeu d'échecs face à des multimilliardaires. Mais tu trouves pas que ça fait flop quand même, ton opération Cannes? En réalité, vu ce qu'on a sous le coude, j'ai beaucoup aimé, moi, quand il y a eu une quinzaine de médiums qui sont sortis dans tous les sens, expliquant en disant, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je ne connais évidemment pas, mais ce que Zoé Sagan a sous le coude. Toute la beauté, je trouve, et la puissance de Zoé, c'est justement d'accumuler. Tu as fait une liste, mais bon. Non, mais c'est pas moi qui ai fait la liste. La liste, Hanouna l'avait. Hanouna a fait une erreur en pensant, en voyant le Zoé Sagan, en se disant merde, ils vont dégainer. Ouais, puis lui, il voulait être le premier dessus, donc ils vont dégainer ce soir. Bon, et d'ailleurs, regarde ce qui arrive aussi pour je pense à lui là, parce que ça m'a fait de la peine d'entendre sur les réseaux son statement de lundi soir. Ça, je pense qu'il s'est fait lâcher par Yannick et Vincent Bolloré, mais vous te rends compte, ouais, mais on va annuler. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en bas bruit en France, qui est quand même absolument sordide en ce moment. Alors lui, c'est l'ARCOM, toi, c'est la DILCRA, moi, c'est, je sais pas, la Diaspora Défense Force, l'autre, ils font des signalements pharos comme ça, avec des millions, ils ont des sortes de micro-communautés, enfin des millions, des milliers, mais ça suffit, si tu veux, de signaler un tweet avec une petite communauté de milliers de gens, et tu fais sauter un tel ou un tel, et ils se glorifient de ça. Et j'ai l'impression qu'à Paris, en ce moment, on est face comme ça des micro-entités qui se glorifient plus de ce qui détruisent que ce qui crée. Ben justement, en parlant de détruire, pardon, mais donc, moi je suis contre. Tu ne regrettes pas d'avoir lancé cette affaire de Cannes, parce qu'il y a eu beaucoup de noms qui ont été jetés en pâture, et là, non, alors n'avait rien à se reprocher. Enfin, de Besnéard, c'est à redire. Et je veux dire, ce qu'on a accumulé comme témoignages d'actrices, et des actrices très connues, qui m'ont parlé tout en sachant que c'était moi, c'est possible de déstabiliser ce milieu du cinéma. Ah oui, mais si vous me donniez un service action et qu'on était réellement protégé, que j'étais au Bhoutan et que toute ma famille était saine et saune, on change le milieu du cinéma comme ça. Vous imaginez pas. Mais, tu fais sauter le cinéma français. Mais pas que le cinéma français. Et Skyrock, et Énergie, et Fun Radio. Et c'est du délire ce que j'ai vu. Parce que tout le monde avait été choqué par Coé et Gérard Miller. Mais c'est absolument rien. Quand j'ai dit, c'est pour ça, Zoé Sagan a sorti 0,01% de ce qu'on lui a envoyé. Oui, c'est absolument dérisoire. Parce que, est-ce que tu fais un travail de vérification? Bien, la preuve, les affaires, bon, et si vous voulez, quand on sort même Gérard Miller, avant que CMI, avant que que deux grands reporters de elle soient mis dessus, c'est nous qui l'avons accéléré en fait, parce qu'on savait, on a juste Zoé Sagan, et comme on avait une audience démesurée, quand ça fait plusieurs millions, un extrait de son petit livre sur comment il hypnotisait ses victimes, parce que c'est ça, pareil, on m'a dit, tu n'as pas à faire ça, c'est un grand psy. J'ai un grand psy, il y a 50 témoignages de femmes, donc il y a besoin de vérifier quoi. Et quoi, c'est pareil, toutes ces ex-femmes m'ont appelé pour me parler, qu'il urinait sur tout le monde. Moi, j'étais, tu vois, est-ce que tu as besoin de vérifier? D'ailleurs, la brigade des mineurs a vu comment que toutes ces filles m'ont relancé une fois, deux fois, trois fois. Parce que ce qui est terrible, là, quand ils ont annulé la base de données, c'est pas les 7800 pages qu'ils ont fait, qu'ils ont jeté à la poubelle comme des censeurs. Ce qui me dérange, moi, c'est toutes les victimes, toutes les Julie qui n'ont pas été traitées. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc aujourd'hui, ça m'arrange presque que la bande là, de David de Rothschild attaque Zoé Sagan, parce que ça va être une manière de réouvrir cette base de données pour montrer au monde ce qui se joue dans ces industries culturelles. C'est absolument délirant et grave. C'est très grave. C'est au-delà du pénal, en fait. Parce que la petite Julie, ça a fait un bordel médiatique pas possible, mais c'est rien par rapport à ce qu'on a vu. Et puis, il y a aussi des sujets quand même en France. On ne va pas développer l'affaire Abello, par exemple, parce que c'est ta chaîne. Enfin, il y a des affaires pédocriminelles dans ce pays qui concernent même le cœur de Paris, avec des gens encore au pouvoir, encore en activité, où tous les journalistes sont au courant quand tu les as en off, mais quand la caméra s'allume, il te dit, même Morandini, moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu en tête-à-tête de filles qui sont des grandes féministes, qui me semblaient être un bon travail journalistique, mais qui disent, voilà, il y a certaines personnes, on ne peut pas. On sait que c'est un... L'affaire Griveaux, justement, revenons-y à cette affaire Griveaux, c'est quand même celle qui t'a révélé, puisque tu avais donc révélé, c'est le cas de le dire aussi, la fameuse vidéo à caractère sexuel qui a conduit à son retrait de la campagne des élections municipales. Comment d'abord, moi j'aimerais connaître un peu tes méthodes, c'est ça, parce que tu me dis que ces gens viennent de toi. Comment tu avais obtenu cette vidéo? Mais tout le monde, j'obtiens, si tu veux, je sais déjà... Avant de la publier, est-ce que tu avais
vérifié que c'était bien Benjamin Griveaux? Est-ce que tu as hésité à la publier? Voilà, j'aimerais que tu nous dises un peu le process. Bien sûr. À cette époque, il n'y avait pas encore de process parce que je venais de sortir un premier roman et tu sais. C'est le discours de Griveaux public et ça. Alors même pas parce que j'ai pas pu. En plus, c'est en accord. J'ai fait un texte qui mettait en avant Vito Acconci, donc qui était un ami, qui était un grand artiste conceptuel new-yorkais, qui était un ami de mon binôme. Et on a Ton binôme, c'est Steven Marklin, qui est un Américain qui était une sorte de légende de l'art conceptuel à New York pendant 50 ans et qui était le colocataire de Jean-Michel Basquiat et Kay Sarring quand ils avaient 20 ans. Qui a connu très bien John C. Lilly. Tu sais, moi, il m'a enseigné ce qu'on lui a transmis en 1972 à la Nova Convention. Et c'est pour ça que je suis proche, par exemple, de la femme de Jean-François Bizot, qui a préfacé, qui a créé Nova et Actuel, et qui a dit, on a eu l'impression que tu faisais revivre cette période-là. Et moi, c'était très important qu'elle préface le dernier. Bon, ça a été un coup d'épée dans l'eau, parce que c'est une immense directrice artistique et elle a une plume d'ailleurs très particulière. Et c'était pour moi, ces gamins, quand j'avais 13, 14, 15 ans, c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est ce qui m'a donné l'amour de la presse alternative, ce qui m'a donné l'amour de la Pour revenir à l'affaire Griveaux, s'il te plaît. L'affaire Griveaux, je t'explique, tu m'as demandé. Est-ce que tu avais eu conscience du retentissement que ça allait avoir et comment? Pas du tout, parce que je publiais pas beaucoup. Parce que Zoé Sagan, c'est un personnage évidemment provocateur, qui est dans la transgression. Donc on t'envoie la vidéo, c'est ça? Mais on m'envoie pas la vidéo, on m'envoie un site qui s'appelle Pornopolitique et que je trouve avec une ou deux interviews d'actrices porno, avec plusieurs contenus, mais qui traitent, et je lis l'interview. Et je me dis, l'idée est pas mal, on est encore dans un truc à la frontière, tu vois, d'un Nova et d'un Playboy, c'est-à-dire par l'angle de la pornographie, parce que tout est pornographique quand même aujourd'hui. Tu parlais de Cannes, excuse-moi, c'est un festival qui est devenu pornographique, tout est pornographique. Là, tu regardes, je viens de me balader dans Paris, j'ai regardé les publicités Kering et LVMH, c'est une forme de pornographie mortifère dérivée. Bon. Donc, je me suis dit, l'idée est même pas mal, et j'étais à un million d'années-lumière de me dire que, pour moi, c'était un média qui se lançait et qui pourrait encore exister aujourd'hui. Pornopolitique.com, c'est un concept en soi. Et la pornographie, tu vois le lapsus, la politique est devenue d'une certaine manière pornographique. Bon, là, on a Michel Barnier qui vient d'être nommé Premier ministre cette semaine. Oui, c'est très drôle. C'est moins sexe. Il était contre la dépénalisation de l'homosexualité. Je trouve après 7 ans de régime... En effet, il y a peu de gens qui l'ont... relevé au moment de sa nomination. Il voulait injecter tout le monde. Moi, c'est ce que je retiens, le peu de... Je connais pas ça. Rappel, donc il avait... la dernière fois qu'on l'a comme fait d'armes, il voulait... tu sais, il était contre la dépénalisation de l'homosexualité, c'est ça? Voilà, ça doit dater de 82, 82, 81, ouais. Et ensuite, on a eu une parenthèse quand il sortait, quand on avait tous ces chiens de garde qui voulaient coller au mur tous les non-vax. Tu sais, la période où Macron voulait emmerder les non-vaccinés. Donc, tu avais ce genre de personnage. Bon, je trouve ça étonnant, même venant du couple Macron, smiley clin d'œil, qu'ils choisissent. Mais bon, je pense que moi, il est en crise d'adolescence. Et là, comme on fait du journalisme prédictif, ce qui est marrant, c'est que je leur ai expliqué un des scénarios possibles, c'est-à-dire qu'il va démissionner pour se représenter et qu'on va avoir... Attends, qu'est-ce que c'est? Parce que là, j'entends journalisme prédictif, c'est quoi ça? On se sert de Non, on se sert de l'intelligence, des outils qu'on a à notre disposition. Pour arriver à deviner ce qui va se passer. Voilà, c'est une prédiction. Finalement, tu es un techos, quoi. Aussi, je travaille avec je travaille plus avec avec des petits génies de l'IA, plus qu'avec des grands reporters ou des journalistes d'investigation. C'est vrai. Enfin, je suis entre les deux, c'est-à-dire que je ne me... Donc c'est intéressant ce concept. Donc là, le journalisme prédictif, selon toi, c'est donc une intelligence artificielle qui en gros, qui gère tout ce qui se passe pour arriver à programme en disant... Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je vais apprendre à nos enfants. C'est-à-dire, pour moi, c'est essentiel. Demain, nous allons devoir leur écrire, pas apprendre à écrire des livres ou des articles, c'est à écrire des prompts. C'est-à-dire que c'est une nouvelle... C'est-à-dire, c'est comment donner un ordre à la machine. Et on peut, dès aujourd'hui... Des prompts, ça s'appelle. Comme prompteur, non? Alors un prompt, c'est une forme de pitch, si tu veux, pour fabriquer, par exemple, ton Grok, que si tu es abonné à X, ou ton chat GPT-4, pour le transformer en journaliste ou en scénariste, par exemple, professionnel. Il y a toute une manière d'écrire qui est très différente. Des journalistes, au passage. Et pour savoir prédire, il y a des prompts. Oui. Et ce qui me terrifie... Il faut les programmer. Aujourd'hui, mon but à l'époque, quand Klein m'a dit, il faut que tu pousses, voilà pourquoi on va écrire une trilogie. Klein, c'était mon binôme, donc Steven Klein. Lui, dès 2014, il sent ce qui va arriver.
demandé, avant qu'on invente le journalisme prédictif, l'infofiction et la not-fiction. Ça a été validé, ça s'est passé comme ce que la machine... Ben oui, alors attends, tu vas voir, ce qui est terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est terrifiant, et c'était mon objectif absolu, j'ai fini mon travail d'une certaine façon, c'est qu'aujourd'hui, Grok et ChatGPT-4 arrivent à singer et imiter le style de Zoé Sagan. C'est-à-dire que j'ai essayé d'ailleurs, en comparant avec d'autres écrivaines françaises, type des Virginie Despentes, d'écrire un rap dans le style de Zoé Sagan. Oui, et ben c'est incroyable, ça colle parfaitement. Et attendez, ça va plus loin. Comme j'ai eu tout un tas de chroniqueurs littéraires, de journalistes littéraires, j'ai demandé la chronique, parce que la nouvelle version, maintenant, avale les données jusqu'à fin août 2024. Donc de me sortir des chroniques littéraires sur kétamine, sur braquage et sur suspect. Il se trouve que l'IA est plus juste, plus percutante et plus performante que la totalité des chroniqueurs que j'ai lus dans Le Point, dans l'Express, concernant mes livres. Et ça, c'est tout à fait inquiétant. En parlant de magazine, ouais, pardon, je t'ai interrompu. Il devrait se... Parce que ma trilogie ne raconte que ça. Zoé Sagan, ça n'était que ça. C'est-à-dire, c'était une ode à la liberté d'expression, en disant le monde entier va nous regarder, et c'est pas en Chine ou en Russie qu'on va pouvoir justement l'appliquer, c'est par le premier amendement américain et par notre loi de 1880, le monde entier nous regarde, et c'est très important. Et moi, on t'imagine, j'ai commencé à écrire ça en 2018. Et je regarde ce qui sort, c'est-à-dire que les gens sont en train d'en prendre conscience indirectement grâce à des vecteurs comme Cyril Hanouna, parce que même lui, qui est quand même bon, tu vois, le bon vendeur de kebab rigolo, le Paki, qui n'a pas le bac, mais qui sait faire rigoler, moi j'ai rien contre, je le trouve même très doué, c'est un bon producteur. Vous êtes déjà parlé ? Même lui, jamais, parce que on s'est jamais parlé, non, on s'est jamais parlé, parce que je lui ai fait des lettres ouvertes, mais qui n'ont fait que prédire ce qu'il vit là. C'est-à-dire que j'avais dit, demain c'est vous, et il ne faut pas lécher la main du maître qui va te battre. Même si je trouve Vincent Bolloré pertinent sur plein de choses, mais ils ne comprennent pas comment c'est cette famille les instrumentalise. Nous devrions interdire cette concentration des médias. C'est un scandale que 90% des télés, des radios, de la presse écrite appartiennent à seulement cette famille. C'est-à-dire qu'on peut les réunir dans ce studio et donner la ligne. Et c'est ce que nous vivons. Sauf qu'aujourd'hui, ils vont encore un pas plus loin. En censurant, en terrifiant. Parce que ce qui t'est arrivé, toi, moi je connais la liste, elle est mais si, mais regarde ce qu'ils jouent. C'est-à-dire que la prochaine fois, si tu veux... J'ai juste été convoqué par FX, oui, mais non, si demain ça dit quelque chose, c'est que tous nos propos sont désormais méga scrutés à la loupe. Cette émission, elle va être... oui, mais si tu étais plus jeune, là, ils l'ont fait à une certaine expérience, s'il l'avait fait à ton stagiaire. C'est-à-dire que le lendemain, s'il se dit dans un an, tiens, je dois réinterviewer Étienne Chouard, il va se dire, eh oui, mais attends, si après le lendemain de l'interview, c'est vrai que j'ai mes enfants à aller chercher, je veux partir en week-end avec ma femme, j'ai pas envie d'être convoqué. Donc c'est une manière, c'est une forme de peur qui est créée, insidieuse, parce que c'est ça aussi. Ça envoie un message. Pour ceux qui veulent se dire... Je leur dis, ça ne m'a pas du tout intimidé. Oui, mais ça en intimide d'autres. Même moi, ils ont été très cordiaux. Non, ça m'énerve plus qu'autre chose, tu vois. C'est plutôt l'envie de dire, voilà, c'est pas normal. C'est embêtant, tu vois. Il y a des choses que je sors pas, typiquement, ce que les douaniers m'avaient donné sur Pierre Berger dans l'avion bourré de coke avec Macron mineur, avec des gamins dans l'avion. Ça, voilà, on met des guillemets, parce que ça, si... Non, parce que je repensais à plein d'affaires qui ne sont pas sorties. Je suis passé rue Babylone, là, par exemple, pour venir chez toi. D'ailleurs, on est à côté de Matignon, tu vois. On ne donne pas trop d'indices sur le lieu. Ah oui, pardon. Rue Babylone. Ouais, voilà, rue Babylone. Je repense à Babylone, le premier roman de Macron. Figure-toi qu'un... on n'est pas une annexe de Matignon. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est que j'ai envie d'aller lui dire au revoir, comme il vient de planter son arbre. D'aller lui dire au revoir en disant, écoute, Zoé Sagan vient de t'apporter une marguerite à côté de l'arbre. Parce que bon, on a rigolé quand même avec Ce qui est sûr, c'est que tu dois être méga sur écoute. Oui. Tout le monde me le dit. Là, j'ai encore eu des gars qui travaillent, qui gèrent les serveurs de la DGSE, DGSI, et qui m'ont dit, tu as compris que cet entretien sera connu avant sa diffusion, puisqu'il est enregistré cet entretien dans les conditions du direct. Ça se trouve, c'est une évidence. Je ne sais pas comment, mais... Tous tes confrères m'ont envoyé ta vidéo en pensant, avant de cliquer, que tu avais été convoqué parce que on allait avoir... Ouais. Mais non, mais ils ont rigolé des heures. T'as spoilé le truc, parce que moi j'avais dit à personne que je t'invitais. Je l'ai spoilé. Tu l'as dit, mais bon. Attends, pour terminer, justement, tu parlais des médias, et on va justement parler de cette concentration des médias, justement... Comment tu avais vécu ta première enquête de Paris Match qui révélait d'ailleurs ton identité, qui ne s'était pas trompé finalement? Déjà, ce n'était pas une enquête, on me l'a imposée. Moi, je voulais que ce soit Ariane Chemin parce qu'elle avait justement écrit. Ariane Chemin, elle est spécialiste de Romain Gary et d'Émile Ajar. Et c'était une bien meilleure plume que Sophie des Déserts. Pas mal, et puis c'était le pseudo, qui est pour moi des meilleurs textes de Émile Ajar.
J'en faisais la continuité, finalement, 30 ou 40 ans après, et elle était à même de le comprendre. C'est plutôt valorisant, d'ailleurs, avec le recul, cet article que tu as eu, même si... Non, on me l'a imposé. Enfin bon, tout ça est du passé, mais ça a été terrible ce qu'ils m'ont fait, puisque je ne suis pas... Si tu veux pas avoir d'emmerde, tu t'exposes pas. Tu avais quand même un intention. Oui, mais ce que je lui ai raconté, il y a eu 50 heures d'entretien quand elle a mis des mots dans ma bouche qui ne sont pas les miens. Donc c'est pas du journaliste. Je suis pas le cousin de Brune Poirson. Vous dites, j'appure, c'est un terme comptable. Elle parlait au nom de l'Élysée et de Bernard Arnault. Je suis désolé, moi j'étais pas là. Je suis pas venu voir cette femme pour dire je veux brûler ma propre création. J'étais là pour expliquer ce qui s'était passé en disant je viens de perdre dans des circonstances extrêmement suspectes mon binôme. Donc, et d'ailleurs, tu remarqueras que pour un anonyme, j'avais quoi à l'époque, 35-36 ans, on m'a collé 8 pages entre le prince Andrew et Jeffrey Epstein. Excuse-moi, tout Paris m'a appelé, tous tes confrères m'ont appelé, on m'a dit c'est une opération, tout le monde s'est gavé sur ta tête. Bah, évidemment. Et tout le monde... bon. Hein, t'as hésité à arrêter à un moment donné? Mais 1000 fois. 1000 fois. Encore là, le 8 juillet, je me suis dit, ils vont beaucoup trop loin. Vous savez, c'est dur parce que je tiens le coup, hein, je suis solide, hein, mais même de recevoir c'est un flux quotidien. C'est-à-dire, même quand ils ont arrêté, j'avais encore, tu vois, toute cette... Il y a encore Mendes France qui voulait me coller au mur en disant, on va le finir en prison, ça va très mal se passer devant les juges. Oui, ils sont encore, même quand j'ai plus rien, je suis collé au mur, on m'enlève tout de façon illégale, en plus, parce qu'ils se prennent pour des juges. Monsieur Franck Tapiron, il n'a pas les moyens d'être, tu vois, juge d'instruction. Et ils ne veulent, ce qui les dérange, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on parle du seul précédent historique qu'on a, c'est-à-dire de Gabriel Attal avec son ami Louis Jubelin, qui est un haut fonctionnaire, qu'on fait un référé. C'est la seule chose qui existe sur Zoé Sagan. Donc moi, là où je suis très heureux, c'est que... Tu as un informateur auprès de Macron, on m'a dit... J'en ai plein. Tu as des conseillers de Macron qui te parlent? Ah mais si vous saviez... Vous savez qu'ils se détestent tous, il n'y a pas d'amitié là-dedans. Comme dans le journaliste, tes confrères, ils se détestent tous. Je te le confirme. Et ben c'est pire dans la politique, ils se haïssent tous. Mais là, pardon, mais tu n'as pas de preuve de ce que tu dis. Et en même temps, tu ne veux pas les balancer. J'ai pas de preuve, est-ce que je prends... Tu veux les protéger. Mais tu as des proches de... Tu peux vraiment dire, là, face caméra dans cette émission, que tu as des taupes au sein même de l'Élysée. Et je pense que le couple 14... 39, disons. On a compris de qui tu parles, ouais. 40, on ne sait pas, 40... Non, mais bon, tu parles à des conseillers de Macron. Mais j'ai rencontré même les mecs qui ont enlevé le coffre de Benalla. Ils sont venus me voir. Donc, depuis 2020, je connais, je navigue là-dedans. Et pourquoi j'aime autant l'infofiction? C'est-à-dire qu'il y a certaines informations... Mais c'est ça le problème, c'est que tu mélanges, pardon. Oui, mais ça, c'est mon... parce que je ne suis pas journaliste. C'est là où moi, pardon, d'ailleurs, avant de t'inviter, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, il faut absolument que tu l'invites » et d'autres qui m'ont dit « C'est pas possible que tu l'invites, tu vois. » Tu es une sorte de produit hybride. Absolument. Et j'oblige personne. Il n'y a même pas de marketing, j'oblige même personne à me lire, en fait. C'est ça que tu vois. Tu mélanges. Ce qui est terrible, c'est que tu mélanges. Mais qu'est-ce que fait un roman? Et qu'est-ce que faisait Proust? Qu'est-ce qu'a fait Flaubert? C'est quoi les illusions perdues? Qu'est-ce qu'est Madame Bovary? Pris au sérieux, tu vois. Mais qu'est-ce qu'a fait Proust avec De Sagan, avec la princesse et le prince de Sagan? Quelle est la différence entre kétamine, braquage suspect et la recherche du temps perdu? Donc tu te définis comment aujourd'hui? Mais je suis romancier, là, mais pas du tout. Je vis de mes droits d'auteur depuis 15 ans. D'accord, donc tu assumes vraiment être romancier. Ah ben, je vis de mes pièces de théâtre, de mes romans et des films et des droits d'auteur que je fais dans le scénario de film. Donc ça fait 15. L'essentiel de ton activité, c'est d'écrire des histoires. Absolument, depuis que je suis tout petit. Et les inventer, après l'histoire, pour l'instant, disons que ce n'est que du roman. Oui, c'est là que ça me sécurise d'une certaine façon. Alors, pareil. Mais il se trouve que leur réalité, parfois, est plus... Ce qui est très... Mais tu vois, sur Griveaux, par exemple, j'ai pas spécialement envie de défendre Griveaux. Tu connais, enfin, on devine un petit peu mes opinions sur l'échiquier politique. Non, mais Griveaux, ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Voilà, objectivement... Griveaux, ça a été une erreur absolue, mais comme il y en a d'autres, comme Bruno Jeudi, c'était une erreur. Il faut voir, quand tu as un flux de contenu comme ça, il y a des provocations parfois qui font rire la France entière, et d'autres, tu sais, c'est lancé une heure après, tu te fais, ah oui, effectivement. Et ça, c'est sûr, je ne le referai jamais. Il n'y aura plus de sextape politique, même si on en a des cartons remplis. Il y a des familles derrière, il y a aussi, tu vois, on peut... Oui, les familles, ils n'hésitent pas. Eux aussi, ils ont fait du mal. Moi, pourquoi je l'ai sorti, quand j'ai lu le truc, c'est pas son zizi à la main. Et pour moi, il n'avait même pas à démissionner, ça m'a surpris. Enfin, je veux dire, en plus, il était bien gaulé, il pouvait... C'était même pas le... Il aurait dû assumer, dire... Mais complètement, il s'en sortait. S'il m'avait appelé, je le sortais de là en 3 semaines. Et il prônait... alors, il n'aurait pas pris la mairie de Paris, parce que ça s'était effondré, mais il serait encore homme politique, mais vraiment. Mais tous, même Coé, je vais te dire, s'il avait réagi vite... Parce que ce que je fais, moi, à chaque fois, quand c'est une interpellation comme ça publique,
Je lui ai dit, au début, il y a un côté d'excuse en disant, tu ne peux pas nous moraliser ou avoir un discours... Et t'as pas peur qu'il y ait un suicide derrière, un jour, suite à une de tes révélations? Non, mais ça, je le ferai plus. Bah, et là, tu serais... Oui, mais ça serait valable pour n'importe quel journaliste. Dans ce cas-là, pour Gérard Miller, je sais qu'ils attendent que ça, en fait. C'est-à-dire que Cannes, c'est de la faute de Sagan. Gérard Miller, c'est de la faute de Zoé Sagan. Coé, c'est Zoé. Mais je veux dire, il y a un moment donné, c'est très sympa pour toute la France de lui remettre tout dessus. Mais je veux dire, c'est juste, elle sert en fait de propulsion au contenu, c'est tout, aux injustices. Je me sers de leur technique, mais finalement, c'est une sorte de suite de prise de judo culturel. Je me sers de ce qu'ils font, mais pas pour l'appliquer aux faibles, mais aux forts, c'est tout. Et il y a des sujets dont tu t'interdis de parler? Oui, la pédocriminalité. De réseaux particulièrement, je te disais, alors Epstein France, je ne veux plus en parler. Tout ce qui concerne le monde de la mode, pas parce que ça c'est hautement criminel, c'est lié au grand banditisme. Et donc là tu as peur pour toi? Ah oui, et pour tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui ont travaillé dessus, tu as reçu, Carl Zero lui il s'occupe que des cas qui ont 30 ans d'âge si tu veux, donc et d'ailleurs il est très dérangé avec nous, parce que là il a encore dit on ne peut pas faire travailler Xavier ou Aurélien, ils sont antisémites. C'est quand même assez... Tu parlais de la mode, le milieu de la mode aussi. Le milieu de la mode, je ne toucherai plus jamais pédocriminalité. Et tu vois, même quand j'ai commencé à faire des papiers, j'avais une longue enquête sur Balenciaga. Tu n'as pas dit ton dernier mot? Non, le cinéma, je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais le monde de la mode, c'est absolument intouchable. Ce qui se joue, par exemple, derrière Balenciaga, tout le monde est au courant. Personne ne peut le sortir. Personne. Même si les dernières campagnes étaient pédocriminelles, mettaient en scène... Tu parlais de ces affiches. Ouais, mais il faut regarder... On a travaillé énormément là-dessus. Lisez mes livres, si vous êtes intéressé. Tu pensais quoi de la cérémonie d'ouverture des JO? 100%. Sans transition. Hein. Ouais, et en même temps, c'est du sous-Balenciaga. Non, c'est une très bonne transition. C'est du sous-Balenciaga. C'est-à-dire par rapport à nous, tout ce qu'ils font et tout ce qu'on a vu, c'est du... pour monsieur et madame tout le monde, c'est vrai que c'est extrêmement choquant, des têtes coupées. Il y avait presque une sorte d'extension du Bataclan à ciel ouvert, en fait. Il y avait quelque chose de profondément mortifère, mais c'est tout ce qu'on voit. Le monde de la mode ne reflète que ça. Il y a quelque chose de morbide, de suicidaire. Ouais, mais bon, après, la moquerie des religions... certaines religions qu'on attaque plus que d'autres. Mais il y a ce double discours est valable pour absolument tout le monde. Je le répète, ils se servent là de l'Arcom pour abattre un Pakistanais qui fait des blagues et qui fait des petites danses sur Michel Berger et Claude François. Voilà où on en est en France 2024. On en est réellement là. On en est à aller faire perdre un mardi de rentrée à un journaliste plusieurs heures à la police judiciaire pour avoir posé une question à un intellectuel qui a été débranché par Denis Robert parce qu'il était suivi par plusieurs millions de gilets jaunes. C'est ça le réel. Voilà, et je l'assume complètement. Et Denis Robert, j'en dirai pas plus, c'est lui qui a publié. Il a trahi énormément de gens et aujourd'hui, c'est un homme grillé. Là, on vient de voir que Macron lui a encore donné 1,5 million d'euros. C'est pas Zoé Sagan qui le sort, c'est l'informé. L'informé.com, c'est pas zoésagan.com. Bon. Et c'est absolument... Il a un train de vie qui est absolument délirant, tu vois. Et donc je me dis, c'est toute cette hypocrisie qui est mise en avant par Zoé. Alors elle le fait, c'est vrai. Alors maintenant, avec le côté aristocrate en plus, je vais le faire peut-être en distance anglaise, avec beaucoup plus de tact et de diplomatie et d'élégance. Donc ça sera peut-être fait, c'est ça l'âge adulte. Il y a une différence entre les États-Unis et la France en matière de liberté d'expression. Là, je joue faussement, évidemment. Oui, évidemment. Naïf. Mais moi qui ai travaillé 10 ans avec un Américain, je parlais plus français. Je travaillais d'ailleurs plus... Même, je te dis, les films que je fais, c'était en Suisse ou en Belgique. C'est-à-dire que moi, j'ai été blacklisté dès la sortie de Kétamine. Mais blacklisté, alors que j'avais une société de production avec mon ex-femme. On a fait des films pendant 8 ans. On vivait très bien. On était même qualifiés d'excellents créatifs. Et puis, il y a eu... le jour où j'ai exprimé justement, j'allais dire mes pensées, ou en tout cas que j'ai créé un personnage qui pouvait refléter l'extension de mes pensées, j'ai été blacklisté d'une force, et donc je me suis dit, moi je continuerai, on va faire les choses autrement. Et c'est quoi tes sources d'information aujourd'hui, d'inspiration aussi? Tu regardes quoi? Tu lis quoi? Je lis tout, je suis un moine copiste. Moi je lis absolument, 300 à 500 pages jour. Je travaille 18 heures par jour depuis que j'ai 18 ans. Donc c'est pour ça que j'arrive moi à mettre... Tu bouffes des mots tout le temps. Tout le temps. J'écris, c'est ma fonction. Je fais ça depuis tout petit. J'ai toujours fait que ça. C'est pour ça, quand je regarde les articles là, qui sortent, je me reconnais pas du tout. J'essaie de me faire passer. Mais c'est comme Juan, si tu veux. Il est passé du radical chic
à une sorte de demi-terroriste. Cette judiciarisation des idées, ça t'inquiète? Ah mais terriblement. Moi, attends, Zoé Sagan, ça a été vu, ils ont mis des moyens, c'est les cellules antiterroristes qui se sont mis dessus. Il faut que vous en ayez conscience. C'est pas que la police judiciaire ou que les copains de Benalla, c'était bien au-dessus. Et c'est comme ça que je me suis intéressé dès 2020. Ah oui, mais en même temps, tu t'attaques, excuse-moi, là c'est vrai que... Parce que qu'est-ce que fait un romancier? Tu t'attaques à la femme du président de la République en exercice. Mais parce qu'un romancier, ça doit être... Tu ne peux pas t'étonner après de chatouiller... non, c'était un aveu. Mais oui, mais c'était un aveu. C'est comme ça, j'ai commencé doucement. Au début, je suis monté alors, par abordons cette affaire un petit peu, mais on ne va pas rentrer dans le détail, parce que moi, personnellement, et là encore, une fois, pareil, ça va peut-être choquer. Moi, cette affaire, depuis le début, j'y crois pas du tout. Je considère que c'est du bullshit total. Et encore une fois, je suis pas spécialement, j'ai pas vocation à être l'avocat de Brigitte Macron. Tu as des preuves de ce que tu avances, de ce que Xavier Poussard avance, de ce que vous avancez tous. Voilà, vous êtes des gens intelligents, objectivement. Vous avez lu l'enquête de Xavier? Ouais, mais est-ce que, ouais, mais je l'ai lu comme tout le monde, mais dans les faits. Non, mais moi, les faits, il y a deux choses. Déjà, j'ai pas co-signé cette enquête. Excuse-moi. Pour moi, il y a beaucoup. Déjà, dans le narratif officiel, il y a deux choses. Déjà, dans le mystère, enlevons le côté la B2B, la B de Brigitte. Enlevons ce côté-là. Déjà, on a commencé il y a 7 ans la Macronie, on nous a vendu qu'il avait 17-18 ans. En réalité, il en avait 14. Nous avons vu chaque année dans le récit post-Paris-Match qu'on passait donc de 17 à 16, puis à 15, et nous sommes aujourd'hui officiellement à 14, ça n'a pas été démenti. Ça s'appelle du détournement de mineurs. Pour un couple qui veut dire, parce que Brigitte, tout son discours depuis 2017, c'est-à-dire mon combat à moi, et c'était de TF1, RTL, ce sont les mineurs. C'est pas la phrase de Zoé Sagan, c'est la phrase de Brigitte. Je dis, c'est très étonnant, quand même, qu'il y ait un poids politique porté, alors que c'est une cause, la protection de l'innocence, c'est absolument essentiel. C'est ceux qui paieront nos retraites demain, et c'est le monde de demain, c'est la force de demain, donc ça me paraissait essentiel. Je parlais d'abord, moi, de l'identité... oui, mais il faut commencer. Déjà, moi, je t'explique ce qui m'a mis... Pourquoi je me suis mis dans le ça m'a mis... Déjà, dans le récit officiel, il y avait un problème. Et ensuite, il est vrai, c'est quand même une des premières choses... On dit, elle ne donne pas de photos d'elle, mais elle ne veut pas se ranger, entre guillemets, selon elle, à votre niveau. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas notre niveau. C'est que moi, je vois une absence. Elle te donnerait des photos. Non, mais moi, je lui demande un entretien. C'est pour ça que j'ai fait ma préférence. Elle l'a lu, Kétamine, de toute façon. Non, mais Aurélien, objectivement, quelle légitimité tu aurais? Elle le sait très bien. C'est moi qui ai fait basculer ça aux États-Unis. Donc, c'est moi qui l'ai traduit aux États-Unis. C'est mondial maintenant. Parce que justement, Candace Owen qui a pris, c'est suite à... C'est toi? C'est nous, mais c'est moi, oui. D'accord. Toi, Xavier Poussard. Ouais. D'accord. Et là aussi, un truc étonnant. Quand Candace Owen a fait cette vidéo qu'on a vue aussi, la vidéo d'ailleurs a été strikée, enfin, elle a été supprimée. Et elle est maintenant c'est l'antisémitisme comme Xavier. C'est-à-dire qu'ils enquêtent sur le couple présidentiel. Pas plus inquiété juridiquement, quoi. Non, j'ai pas pu finir tout à l'heure, mais j'ai été inquiété. Il y a le Premier ministre. Quand même, c'est le Premier ministre, l'ancien, l'homme qui plantait son arbre seul à Matignon et qui dormait. Gabriel Attal, ouais. Gabriel Attal, avec son cerveau droit, son homme de main, je ne sais pas comment l'appeler, son directeur de communication, donc Louis Jubelin. Donc, ils ont intenté des actions judiciaires. Mais bien sûr, il y a eu un référé et j'ai pu infiltrer, pour moi c'était le summum, c'est-à-dire que Zoé Sagan est rentrée dans les décisions du Conseil constitutionnel.fr. C'est-à-dire que c'est comme ça que je l'ai découvert, on ne m'a même pas prévenu. Et alors j'ai lu qu'il y avait une décision de justice qui avait mentionné que tu étais déclaré d'intérêt public, d'intérêt général, et donc ils n'ont pas réussi à effacer parce que c'est comme Wikipédia, il faut toujours regarder ce qui est effacé, pas ce qui est laissé. C'est ça le plus important. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est parce que c'était une série, tu comprends ce que nous, c'était comme une série quotidienne que tu suivais, c'est comme un feuilleton, Zoé Sagan, sur l'année dernière. Donc Brigitte Macron, au final, ça t'a pas... Attends, donc voilà, ça a été quand même, ça me semble très important. Ils ont quand même réussi à faire effacer les deux choses qui les dérangeaient sur les soirées 3 MMC, alors que la justice avait dit, c'est d'intérêt public. Donc ils sont passés par des moyens, par des boîtes qui arrivent à invisibiliser ou à enlever. Parce que il y a tellement d'affaires. Il y a aussi les soirées de palmade où tu as balancé que ministre au hasard j'ai pas exercice. Pour l'instant, le seul tribunal qui a jugé pour les soirées 3 MMC. Tu imagines bien quand je sors ça, tu n'as aucune preuve de ça. Écoute, c'est que j'ai eu tous tes confrères et consoeurs. Il y a des filles chez France Télé qui ont tout et qui me disent Aurélien ou Zoé ou peu importe. C'est pour ça que je suis surpris. Vous êtes en dessous de la réalité. Que le ministre que tu as cité, je te laisse ou pas le citer si tu souhaites, mais en tout cas, tu n'as pas de preuves pour justifier. Non, sur Attal, on a, puisque si tu veux, il y a des filles qui sont grands reporters, qui sont journalistes d'investigation, qui sont sur ce dossier depuis plus d'1 an.
la rédaction chef et le... Tu as bien conscience que là, dans cette émission, encore une fois, et c'est pour ça que j'essaye non pas d'être dans le travers du sensationnalisme et pour faire le buzz. Moi, j'essaie de dire vraiment, sur un plan vraiment... on va monter un parti politique grâce à le lancement d'une newsletter. Je suis venu exclusivement pour ça, c'est tout. Le reste, j'ai dit, il n'y aura plus de sextape. Il n'y aura plus de dick pic de politique. Brigitte Macron, pardon, je trouve que le dossier est relativement vide. Brigitte, moi, on n'a pas à me... J'irai jusqu'au bout dans le sens... je veux que le ministère... Qu'est-ce qui te motive là-dedans, d'ailleurs? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, après tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Absolument, mais moi, son changement de sexe, ce qui m'intéresse, c'est une metteuse en scène de génie. Ça n'engage que toi. Et ça n'engage que moi. Mais son changement de sexe, il est prouvé par rien. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, son changement de sexe. Ce qui m'intéresse le plus chez elle, c'est sa puissance de mise en scène. Nous avons affaire à la plus grande metteuse en scène du 21e siècle, et je le signe. C'est pas un crime, ça. Donc j'ai jamais, moi, j'ai pas signé ces trois. Lisez la postface que j'ai adressée à Brigitte comme un dernier slow entre Zoé et elle pour la fête de la musique. Pardon, mais Aurélien, ça veut dire quoi, metteuse en scène? Déjà, Carla Bruni n'était pas metteuse en scène. Mais elle l'est toujours quand elle va avec. Elle l'est toujours quand elle défend Nicolas et quand elle charge Mimi Marchand. Elle fait de la mise en scène à l'italienne. Mais moi, je regarde ça, c'est mon métier d'observer ça. Trierweiler avec Hollande. Mais Trierweiler, fallait la voir sur les plateaux quand elle disait Zoé Sagan, c'est du complotisme. Zoé Sagan, il faut l'arrêter. Oui, mais Bernadette Chirac, elle a essayé d'éliminer ton copain Bruno Gassio parce qu'il faisait quoi, la même chose que Zoé Sagan, de la satire dans les Guignols. Elle a fait envoyer un service. Elle était à l'époque, quand il l'a caricaturé dans les Guignols, ça a toujours été là. Ils ont envoyé un service action pour le liquider. Ouais, Canal, c'était Canal. Enfin, c'était Canal, mais il était visé comme un des auteurs. Finalement, nous, on est l'extension de tout ça, de cette satire-là. Je te parlais de Bizot tout à l'heure. Mais il y a aussi, on a cette culture-là de Matt Groening, des Simpsons, de South Park, de la satire des Guignols. Je suis que l'extension de ça. Et Zoé Sagan, avec des outils, je dirais, version 2.0 ou 3.0. Toi, tu dis que le seul, entre guillemets... forfait qu'elle aurait commis, c'est de scénariser, quoi. Parce que, non, mais elle scénarise tout. Déjà, le seul forfait, c'est qu'elle... Non, alors, il y a plusieurs sujets, en fait. Il y a déjà qu'elle a un pouvoir politique. Jusqu'à preuve du contraire, il ou elle n'a pas été élu. C'est son mari qui a été élu. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le sujet, il faut que vous... C'est pas on peut dire la bite de Brigitte. Bon, je sais pas si ça vous biperez. Le sujet n'est pas la bite de Brigitte, réellement. Le sujet, c'est le mystère entre 0 et 14 ans qui n'existe rien d'Emmanuel Macron. Et entre 0 et 30-35 ans, sur Brigitte, c'est... T'as conscience que tes propos que tu cites là, moi je... Mais c'est factuel ce que je dis, c'est factuel. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Il y a eu un récit... T'as été attaqué en diffamation? Mais jamais. Non, je suis attaqué que par... alors, attends. Le problème, c'est que c'est par un employé de... Pour violation de la vie privée, c'est ça? Non, même pas, sur cyberharcèlement, parce que Rudy Reichstadt dit que Mais Rudy, c'est l'employé indirect. Il est financé par qui? David de Rothschild. Attends, c'est notre grand copain ici, donc à chaque fois, il regarde tout ce que je fais. Et bien là, il va regarder. Moi, je veux enterrer la hache de guerre, qu'il arrête, qu'il passe à autre chose, par pitié. Tu sais qu'il a appelé toutes mes copines avocates pour être sûr, et c'est là où ils sont aperçus de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai plein d'avocats, même d'anciens magistrats, qui ont aidé Zoé. Donc, ils n'ont pas signé leur... D'ailleurs, moi aussi, je le dis à Rudy, j'ai de très bons avocats aussi. Mais... Alors, non, mais moi, c'est juste des amis. Ils vont pas venir. C'est Branco, moi, qui ira s'ils veulent. Mais ce qui est étonnant, et c'est parce que quand j'ai repris des notes là, pour un papier... C'est moi qui l'attaque, Rudy, moi. Et il t'attaque aussi? Non, c'est moi qui l'attaque. Ah bon? Ouais. Ah bon, bah, je te parce que grâce à nos milliers de... sa bande de... Enfin, c'est Conspiracy Watch que j'attaque. Ah bon? Ils avaient pris des images. Enfin, je me suis dit, après tout, je n'ai pas laissé passer ça. Et voilà. Et donc, j'ai hésité. C'est ce que disent tous les lecteurs qui nous aident là avec les $8 par an, en disant, tu ne voudrais pas plutôt inverser? Parce que tu peux pas être... Ils ont changé ma bio Wikipédia en disant que maintenant, j'étais un spécialiste de cyberharcèlement. C'était mon métier, ma profession, Et je me dis, c'est quand même... Il nous avait menacés, je crois, tous les deux. On était sur un tweet commun. Oui, non, mais moi, il a appelé ma famille, il a appelé la mère. Mais oui, il est allé très, très loin. Pour dire que je ferai Noël en prison. Tu vois, donc ça tétanise tout le monde. Et en fait, je me suis dit, mais qui finance cet homme? Et on m'a dit, c'est David de Rothschild, par la fondation Rothschild. Et David et Elie de Rothschild sont deux personnages pareils. C'est la DILCRA notamment qui finance Conspiracy Watch. Je te laisse. Je suis attaqué là-dessus. Moi, je suis attaqué sur un poste sur le qui subventionne. Sur le CNC, la DILCRA. Il n'y a rien de condamnable. D'ailleurs, c'est public. C'est choquant moralement parce qu'en plus, il a mis du temps à reconnaître qu'il y avait beaucoup de subventions publiques parce qu'à un moment, il se vantait que Conspiracy Watch était voilà. Je veux plus y toucher. Moi, ce que je sais que je pense qu'ils se servent de lui, le pauvre. C'est pour ça qu'il faut que Mendes France et lui, que chacun qui passe à autre chose, quoi. Il a vu ce qui se joue à Gaza, vu ce qui se joue en Ukraine, vu ce qui se joue avec les BRICS en ce moment en Iran. Ils sont plus discrets, Oui, et puis je veux dire, il y a autre chose que Zoé Sagan. Je veux dire, qui regarde ça comme un truc de roman punk et qu'on s'arrête là. Ce qu'ils m'ont détruit, j'ai une plateforme qui s'appelle Apart TV. Ils m'ont fait, tu sais, ils te déréférencent, ensuite ils te font des notes.
pareil, ils te changent les bio-Wikipédia, enfin, ils te cassent un business. Alors, ils ont du pouvoir, d'une certaine façon. Tu leur faisais peur à ces gens-là. C'est pas moi, Zoé Sagan, c'est l'audience qui leur faisait peur. Ils ont eu très peur parce que, et c'est Olivier Véran, il vient de faire des sorties là en disant ils ont très peur. Il dit leur communauté, il parle de nous, hein, leur communauté devient plus importante et leur force de frappe médiatique devient plus importante que la leur. Ils sont terrorisés de ça. C'est pour ça que tu as des Alba à la rentrée chez Bruce Toussaint dès le matin qui dit que nous sommes des cafards, une vermine à éradiquer. Ça va très loin et qu'il faut nous. Alba, c'est Ventura, c'est une petite éditorialiste qu'ils ont mis sur Bruce Toussaint qui doit faire pareil. On a fait ça. L'audience qu'elle ne fera jamais, c'est nous qui lui avons donné en fait. Et tu sentais qu'elle lisait une fiche. Moi, je l'ai regardée sans le son. Elle lit sa fiche pendant 3 minutes 30 et je trouve qu'employer, commencer une rentrée en parlant, tu vois, des complotistes comme des cafards, après tout ce qui a été vécu avec les masques sur les enfants, avec les injections obligatoires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert, hein, des médecins, des infirmiers, il y a des gens qui ont vraiment souffert dans leur chair. On a oublié tous ces gens qui, pendant 16 mois, sont restés sans salaire, on ne leur a même pas donné le RSA. C'est de la folie de la manière dont on a traité, on est passé à les applaudir, on les a traités, pour le coup, oui, effectivement, comme des cafards. Je ne suis pas sûr qu'on soit passé même de la 6e à 11e place, qu'une grande puissance comme la France, tu vois, il y a un côté, voilà. Et Alba, je trouve, elle a donné, enfin c'était juste le vecteur, elle a donné les fiches de ce que sont, je ne sais pas, francs-tireurs ou conspirations, c'est-à-dire ce langage de se dire, tu vois, du cyber, de cafards. Voilà, nous sommes des cafards. Et si nous avions répondu en donnant le 10e de la violence qu'elle a mis face caméra, on avait le GIGN à 6h du matin, si tu veux. Donc il y a une forme et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à Cyril Hanouna et tous les autres, de dire, vous serez les prochains. Et toutes les lettres ouvertes que je lui ai fait, c'est ce que ça indiquait, si tu veux. C'était une provoque en disant, eh ben ça n'a pas manqué. Mais on ne nous a pas écoutés. Et ils sont employés. C'est des gens qui seront remplaçables en une fraction de seconde et ils vont vite le voir. Si Bolloré décide que tout s'arrête en février, il n'y a plus rien. Hanouna, c'est justement remplacé par Real TV, donc la chaîne qui a été présentée par Denis Oliven et un certain Raphaël Enthoven. Et voilà, et donc c'est eux, toute la bande de francs-tireurs derrière. Raphaël Enthoven qui faisait des éditos quand même en disant que les pédocriminels étaient finalement moins dangereux que les antivax. Il faut se rappeler de tout ça. Nous, on n'a rien oublié en fait. Comme ce que faisait Véran, j'ai revu ce matin ce que disait Véran de Martine Vonner. C'est délirant qu'on ait laissé passer un niveau de violence et de menace. Qui défendait les antivax, c'est ça? Absolument, mais il l'a menacé clairement, quoi. Alors aujourd'hui, il vient un peu plus tremblant et nous, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais ce sont des gens je trouve, qui portent leur âme tous sur leur visage. Ça se voit dans l'œil, ce qu'ils portent sur eux. Pas d'élite faciès. Pas d'élite faciès, ils ont voulu nous emmerder. C'était aussi, je trouve, moi, c'est ça que j'ai rendu. Ils détestent Zoé Sagan parce que, encore une fois, normalement, je devrais être chez McKinsey, chez Havas ou Publicis, si tu veux. Et il y en a qui ont essayé de revenir en disant... On n'a pas essayé de t'acheter? Si, à nombreuses reprises. J'aurais pu faire de beaucoup d'argent. Et je pense que les lecteurs ne sont pas trop... Si on m'aide, même encore récemment, on me propose de reprendre du service, tu vois, faire du conseil. T'imagines, j'ai scanné absolument tout le monde là pendant 1 an. En fait, on tient un nombre de gens. Ce que tout le monde a oublié, c'est qu'avant que mon visage soit là public ou que je parle, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes politiques, de grands écrivains, de journalistes, beaucoup de confrères étaient amoureux de Zoé, draguaient Zoé, voulaient pécho Zoé. Et j'ai tout l'archivage de tout ça. Donc, si tu veux, tu as les anciens prix Goncourt qui sont un peu... stupides. Ça, je te laisse mettre. Et donc là, ils ont très peur du Zoélix qu'on a évidemment préparé. Mais ça, je veux le faire bien. Je veux que ça soit une sorte de mini Wikileaks digne de ce nom. Et d'où qui lancera le parti politique. Voilà. Alors justement, cette émission a pour but aussi, je le disais, d'apprendre à mieux savoir et connaître qui est derrière Zoé Sagan. J'aimerais qu'on revienne encore sur ta vie. On a pu lire que tu étais donc le fils, donc ta mère était psychologue et ton père polytechnicien. Alors, on ne va pas faire du Henri Chapier et du divan, mais j'aimerais quand même que tu nous en dises un peu plus sur tes origines familiales. T'es né, donc tu l'as dit, le 6 septembre 1984. Donc d'abord, ta famille, tu es issu de quel milieu social? De 2 milieux. Mon père et ma mère sont 2 personnes qui n'auraient jamais dû coucher ensemble. Ton père polytechnicien, tu nous... Ouais, d'une famille très, très riche. C'était vraiment le bottin mondain protestant, quoi, qui est issu d'une très longue lignée. Ils sont en train d'ailleurs de retracer, je vois, j'avais beaucoup de... Donc ton père est protestant, c'est ça, et ta mère juive? Voilà, d'origine. Mon grand-père était juif, en fait. D'accord. Donc Sophie Desermic, c'était tu vois, ils ont changé, ils ont fait... Je pense que Brigitte voulait que la manière, quand elle disait, ils ont changé ma biographie, changeons-lui la sienne, si tu veux.
Moi, ça n'a pas d'impact, je suis personne, je n'ai pas vocation à être une personnalité publique demain. Donc, ce qui m'intéressait, moi, ça a été d'observer comment ils ont détruit donc, un personnage de roman qui n'existe pas, donc qui n'a pas de passeport, pas de sexualité, pas de vie réelle, et comment derrière ils l'ont fait à son créateur, en fait. Et là, c'est moins drôle. Et c'est ce qu'ils font à tellement de gens. Si tu veux. Pardon, là, donc, je reprends ma mère, oui, et psy. Je suis fils de psy, j'ai été abandonné à 1 an, mon père est parti en... Pardon, est-ce que... Excuse-moi, est-ce que le fait de avoir vraiment eu de père, est-ce que ça t'a pas marqué si, ça marque tout le monde. Évidemment marqué. C'est marrant parce que j'y pensais là en ayant 40 ans de... quand mon fils m'a appelé papa la première fois, c'est vrai que ça a été quelque chose de bouleversant, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui... Parce que donc, c'est marrant, on le redit, c'est ça, ton père, tu l'as... Mon père m'a abandonné, ne s'occupe pas de son petit-fils, s'occupe pas de moi et a choisi une autre... voilà, toujours en vie. Et toujours en vie, mais il m'a abandonné il y a 39 ans, voilà. Sans état d'âme, j'ai l'impression. Et même mon fils qui est extraordinaire, que voilà, je suis pas, ça l'intéresse pas. Je suis. Et dans cette originaire de quelle région j'ai déménagé, je suis apatride en fait. Eux, alors si, j'ai encore des châteaux de famille. En fait, du côté de mon père, il y a une histoire qui remonte jusqu'à Jeanne d'Arc. Ouais. Ils ont coupé et milieu plus modeste par ta mère. Beaucoup plus modeste, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient à 3. Mon grand-père est parti de Boussada à 17 ans et a libéré les camps de concentration. C'est pour ça que quand j'ai ces associations-là qui sont censées me défendre aujourd'hui, m'attaquent pour me coller au mur, c'est très dérangeant, sachant qu'ils voient ce qui se passe. Je suis menacé par des gars, même le contre-espionnage français m'a appelé quand même en disant on est inquiet parce qu'ils sont en train de divulguer. Le PAN-EMSA, il est très inquiétant parce qu'il a des communautés extra-violentes qui le suivent et ils divulguent des photos de mon intimité pure. Et ils ont des petits copains, ils font, tu vois, c'est des choses sales qu'ils font. Ils ont diffusé des photos de moi enfant tout nu, enfin des trucs horribles. Ils ont des méthodes absolument ignobles. Et ils laissent faire en face parce qu'ils ont un désir de destruction. Donc c'est là où je trouve que leurs associations, qui devraient avoir une légitimité, si tu veux, c'est essentiel de lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. Moi, sur le cas Sagan-Atlan, ils se sont dit si le but, tant mieux. Et c'est un peu ce qui en sort, parce qu'ils ont une joie en fait de me voir là dans une merde noire depuis 2 mois. J'ai eu tous les barjots de la terre et ils le savent tous. Donc je suis aidé, évidemment, maintenant je suis surveillé comme l'huile sur le feu. Et tu as des soutiens que tu n'avais pas... Oui, énormément. Jusqu'au monde militaire maintenant, jusqu'à plusieurs Américains qui ont une sorte, voilà, qui ont un pouvoir qui me rassure, disons. Donc je suis regardé. Tu as fait quoi comme études? Communication et journalisme, dont une école, j'ai fait plusieurs choses, mais dont l'EFAP, qui est l'école d'attaché de presse. Ouais, l'école des attachés des filles à papa, on disait. Mais... Et donc, c'est un monde que tu avais toujours voulu intégrer, ce milieu médiatico Non, mais je me suis désintégré de ce monde. J'étais dans ce monde avant. Non, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent aussi se dire, tiens, il a voulu exposer tout le monde parce qu'il a été rejeté de ce milieu. C'est ce qu'ils disent, mais j'ai été plutôt non. Si je voudrais encore aujourd'hui, si je veux le réintégrer, vu ce que j'ai comme donné, je peux le faire demain matin. Mais je suis heureux de partir de Paris. Tout à l'heure, j'ai parlé là à tout le monde. Les gens sont malheureux ici, sont très tristes, vraiment. Depuis la gare de Lyon, il y a un truc sombre. Et tu n'habites plus à Paris aujourd'hui? Ah non, j'ai fait 20... Non, ils le savent, je suis en Provence et je suis heureux. La lumière est belle, je suis dans un tableau de Van Gogh et c'est beaucoup mieux qu'ici. Justement, pour revenir à ces réseaux que tu décris, toi, on peut dire que tu t'es fait véritablement un réseau aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ah, oui. Là j'ai moins. C'est pour ça que je sors aussi, je suis pas... aujourd'hui, justement, c'est mon réseau qui va servir à créer ces traits d'union entre des communautés qui n'étaient pas reliées entre elles et qui méritent de l'être, parce que je ne veux plus, si demain les futurs Zoé Sagan soient censurés, je veux qu'immédiatement on ait créé une forme d'écosystème qui permette de rebondir. Si cette vidéo-là, par exemple, par ma venue ici, fait striker les incorruptibles, je veux que dans 1 an, on ait un écosystème qui permette de rebondir. Si tu fais un direct le lendemain, que tu puisses avoir tes 800 000 vues immédiatement. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. On va essayer d'éviter d'abord. Et puis, de toute façon, moi aussi, je le disais d'ailleurs chez Impact, mon ami Romain Maréchal, justement, que j'avais moi aussi dû préparer l'après, tu vois, parce qu'il faut toujours se dire qu'il y a une possibilité qu'on soit censuré. Regarde, ils ont arrêté X au Brésil. Il est pas le désir de Breton. En un quart d'heure, je serai pareil. J'ai déjà tout préparé. Eh bien, nous aussi. Voilà. Et on est obligé de fonctionner comme ça. Donc, on fonctionne finalement comme entre 40 et 44. Quand on avait les rotatives à la cave, tu avais les bombardements. Et c'est à peu près la même. Tu vois, on rentre dans quelque chose là qui est... Et je comprends, d'ailleurs, j'entends il y a une forme de parano ambiante, mais pas des milieux complotistes.
des milieux qui sont au pouvoir actuellement. Kétamine, c'était en 2020, c'est relativement récent. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parlait? C'était inspiré de la réalité quand même aussi. Pareil, toutes les conversations qui sont dans les trilogies sont vraies. Quand je mets les conversations avec Nicolas Mathieu qui draguait et qui voulait faire signer le premier roman de Zoé Sagan chez son amie éditrice, chez Grasset, tout est vrai. La beauté de ce texte, de cette trilogie, d'où la note-fiction et l'invention de l'infofiction, c'est que c'est la réalité. Alors les éditeurs étaient tous tétanisés. Robert Laffont a fait cramer, enfin pilonner les 25 000 exemplaires de braquage. Il est à 507 € maintenant sur les... Tu vois ce qu'on m'a fait. Et de façon illégale, sans me prévenir. Voilà, il a disparu. Et ça, pour un auteur, c'est la chose la pire. Tu peux pas l'offrir sur le net comme Juan C'est ce que je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait. On l'a fait fuiter. Donc au final, ça a fait des centaines de milliers de téléchargements. Donc... Mais quand même, quand j'ai les gamins, tu vois, qui veulent leur trilogie complète et que tu as 18-20 ans et qu'on dit putain, c'est 500 balles sur Internet, je trouve. Bah, tu vois, quand tu dis, tiens, ils m'ont regardé une vidéo pour une phrase sortie du contexte et je suis convoqué. Quel est un pays où on commence à interdire ou cramer les romans? Parce qu'il faut se rappeler qu'au début de la guerre d'Ukraine, le ministre de la Culture ukrainien et toutes les officines applaudissaient d'aller brûler Dostoïevski quand même. Et j'ai parlé d'ailleurs à plusieurs Ukrainiennes là, que j'ai rencontrées cet été et qui validaient plutôt l'idée. On ne peut pas vivre au XXIe siècle dans un temps où on se félicite d'aller brûler Dostoïevski. Je ne peux pas vivre dans un monde comme ça. Justement, revenons aussi à ce que tu disais tout à l'heure, tu étais apolitique. Après ce premier roman, tu as continué d'écrire, notamment pour Le Média, qui était quand même un média d'extrême gauche, hein, qui est toujours, à ma connaissance, quand même. Oui, alors je n'ai pas écrit pour lui. Je cherchais à publier, j'avais fait un livre qui s'appelle L'incroyable famille Arnault, qui était sur l'image de la série L'incroyable famille Kardashian. Tu as beaucoup tapé sur ces millionnaires, notamment sur Bernard Arnault. Arnault parce que comme d'ailleurs un certain François Ruffin. Pourquoi ça? Alors tu sais ce que je te propose d'ailleurs, on va switcher maintenant puisqu'on arrive à la dernière partie de l'émission et ce qui nous permet, et on est tout à fait transparent aussi vis-à-vis des gens qui nous regardent, notre seul revenu, enfin c'est grâce uniquement à ces gens qui nous soutiennent. Donc merci encore une fois, je le dis, pour cette rentrée notamment de liker cette émission, partagez-la, commentez-la. Et puis surtout si vous êtes, si vous voulez nous soutenir, voilà, on va switcher à présent et on va pouvoir moi je remercie aussi tous ceux, les centaines, les milliers de gens qui m'ont aidé tout l'été parce que ces 8 €, c'était symbolique si tu veux. Mais c'est eux qui m'ont redonné la force. J'ai un devoir moral vis-à-vis de ce que je leur explique là. Cette newsletter, je suis indirectement leur employé maintenant. Ils sont à la fois mes éditeurs, à la fois mes directeurs de publication. C'est ce que je dis, c'est à eux seuls qu'on doit rendre des comptes. Absolument. Je ne rendrai plus, je parlerai vraiment, c'est eux qui vont donner la voix de Zoé demain. Je suis bien d'accord. Donc je les remercie ça a un prix. Donc, 1000 fois. Eh ben écoute, c'est noté. Donc tu les remercies, je les remercie, nous les remercions. Donc on va switcher pour la dernière partie de cette émission. Ça fait bientôt 1h30 qu'on discute ensemble. On peut tout dire sur la dernière partie. Ah écoute, là on peut totalement, je te le garantis, puisque c'est une plateforme qui s'appelle Player. On fait une spéciale LVMH. Je suis très proche et qui est très d'ailleurs écoutée en Amérique du Nord, puisque on va dire les gens avec qui je travaille sont voilà, c'est une plateforme américaine, mais qui est géré par des gens qui vivent à Toronto, au Canada, et je les salue d'ailleurs, Edouard Brouwer le premier, et c'est une plateforme qui te garantit aucune censure, donc on va, si tu le veux bien, on va le tester, on va tester si ce que tu me dis est vrai. Quand même, parce que il n'y a aucune censure, mais il y a quand même la police. Ah non, la police, c'est vrai, oui, c'est vrai. Monsieur Morillo, vous avez parlé de Bernard Ier. Non, nous allons parler de ces affaires et nous allons justement parler aussi sans doute en effet de Bernard Arnault et de François Ruffin et d'autres. À tout de suite sur Player pour revoir la suite, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui apparaît sous cette vidéo et on va vous proposer de vous abonner donc pour voir la fin de cette émission et on se retrouve donc tout de suite après. À tout de suite, merci. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.